Compréhension des différentes étapes de la démarche scientifique. Capsule numéro 2. Mise en œuvre d'une démarche appropriée. Fait par le Comité régional en sciences et technologies Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Mon enseignante me lance un défi. Comment peut-on s'y prendre pour faire couler une orange sans exercer de pression physique? Normalement, une orange flotte sur l'eau. Le défi est de la faire couler. Suite à la mise en situation énoncée par Pierre, voici son hypothèse et celle de 2 autres camarades de classe. En mettant plusieurs clous plantés dans l'orange, elle sera plus lourde et elle coulera. À mon avis, il faut faire une cavité dans l'orange parce que l'eau va pouvoir entrer et faire couler l'orange. Moi, je pense que pour faire couler l'orange, il faut la couper en petits morceaux, parce que les petits morceaux sont moins lourds, donc ils vont couler. Petit rappel sur les 4 caractéristiques d'une bonne hypothèse. Une bonne hypothèse doit contenir une prédiction et une justification. Par exemple, je pense que, parce que. L'hypothèse doit être en lien avec le problème à résoudre. Elle doit être vérifiable par une expérience et elle doit être précise. Il faut se rappeler que même si l'hypothèse est fausse, ça ne signifie pas que l'élève a fait une erreur. Si on prend l'hypothèse 1 par exemple, Pierre faisait la prédiction de mettre des clous et donnait comme justification que ce serait lourd et que l'orange coulerait. Son hypothèse est en lien avec le problème, elle est vérifiable par une expérience et est précise. Dans l'hypothèse 2, Caroline faisait la prédiction de créer une cavité dans l'orange et justifiait que l'eau entrerait et ferait couler l'orange. Son hypothèse est vérifiable par une expérience, est précise et en lien avec le problème. Dans l'hypothèse 3, Sonia avait pour l'hypothèse de couper l'orange en morceaux. Elle justifiait en mentionnant que l'orange, étant ainsi moins lourde, coulerait. L'hypothèse de Sonia est également en lien avec le problème à résoudre. Elle est précise et vérifiable par l'expérimentation. Petit retour sur la démarche générale d'apprentissage en sciences et technologies en lien avec le cadre d'évaluation. Si nous regardons les critères d'évaluation, le premier critère dit description adéquate du problème, où on parle de reformulation du problème et formulation d'une explication d'une solution provisoire. Donc, nous partons d'une problématique liée à la vie quotidienne. Ici, nous parlons de la problématique qui est comment est-ce qu'on fait pour faire couler une orange. À ce moment-là, les élèves doivent donner leurs idées initiales ainsi que formuler une hypothèse. Donc, nous sommes dans le premier critère ici, qui est la formulation d'une explication, d'une solution provisoire. Deuxième critère d'évaluation, mise en œuvre d'une démarche appropriée. C'est à ce moment-là qu'on parle de la planification du travail, la réalisation de la démarche, ainsi que le réajustement de la démarche aux besoins. Donc, planification et réalisation. Et cette deuxième capsule porte justement sur la planification et réalisation. Si nous regardons le troisième critère d'évaluation, qui est utilisation appropriée des connaissances scientifiques et technologiques, on parle de production d'explications ou de solutions, l'utilisation de la terminologie, des règles de convention, et ce troisième critère, nous aurons à ce moment-là une troisième capsule qui portera sur le sujet. Et le quatrième critère, utilisation appropriée d'instruments, d'outils et de techniques, qui est intégré à travers la planification et la réalisation tout au long du projet. Et finalement, c'est sûr que nous allons parler du bilan, faire un retour sur l'expérimentation. Le deuxième critère du cadre d'évaluation, mise en œuvre d'une démarche appropriée. Nous avons la planification du travail, réalisation de la démarche, ainsi que le réajustement. Nous allons voir pour commencer la planification du travail. C'est important dans la planification des étapes, l'enseignante a un rôle, mais l'élève a aussi son rôle. Le rôle de l'enseignante est de prévoir et d'annoncer les mesures de sécurité, de présenter le matériel pour que l'élève puisse planifier ses manipulations.
tandis que l'élève, lui, doit manipuler, explorer le matériel, puis ensuite de ça, être capable de rédiger ces étapes clairement et d'une façon ordonnée. C'est important aussi que les étapes soient dessinées ou manuscrites et aussi les étapes doivent être en lien avec l'hypothèse. Il va falloir aussi prévoir le contrôle des variables. Nous allons reprendre cette partie planification et le voir plus en détail. Planification. C'est en voyant le matériel proposé par mon enseignante que j'ai pu le manipuler et l'explorer, pour ainsi faire mon choix de matériel et d'étapes à réaliser. Lorsque j'ai pris la ficelle et ensuite les boulons dans mes mains, je me suis dit que je pourrais ajouter du poids à l'orange, mais que c'était un peu compliqué d'attacher tout ça. Lorsque j'ai pris les clous dans mes mains, j'ai aussi essayé de voir à quoi ils pourraient servir et j'ai pu m'imaginer les planter dans l'orange et qu'ils ajouteraient du poids. J'ai aussi pesé plusieurs matériaux et 5 clous c'est assez lourd, c'est plus lourd qu'un boulon. J'aurai donc besoin de 5 clous et d'un marteau. Idéalement, du matériel varié est présenté aux élèves afin qu'ils puissent faire des choix. Notons que le matériel peut comprendre des objets recyclés, comme des boîtes en carton, des pots de plastique, des petits contenants gradués de sirop pour enfants, ou des objets utilisés couramment dans les maisons, comme des tasses à mesurer ou des tôles à biscuits. Ce matériel doit être présenté à l'élève avant qu'il planifie sa démarche. L'élève devrait aussi être invité à l'explorer et à le manipuler afin de mieux comprendre les possibilités qu'il offre. On peut également retrouver dans le cahier de l'élève une liste de matériel déjà inscrit ou représenté par un dessin, à partir de laquelle l'élève n'aura qu'à cocher pour signifier son choix de matériel. Je dois planifier mes étapes. Comment allons-nous procéder, mon coéquipier et moi, pour bien planter les clous? L'orange est ronde, donc il faudra faire attention pour ne pas qu'elle tourne. On se dit qu'on pourrait la mettre dans un contenant qui est de sa largeur pour éviter qu'elle tourne quand on entre un clou dedans. Je me demande maintenant comment je vais planter les clous dans l'orange. J'aime beaucoup utiliser le marteau chez moi pour m'amuser, alors je vais les planter avec un marteau. Mais la sécurité avant tout. Je vais frapper de petits coups sur le clou avec mon marteau pour ne pas me blesser. Je vais aussi bien nettoyer à la fin et ranger le matériel. Je suis donc prêt à écrire mes étapes. Je vais m'assurer qu'elles soient en lien avec mon hypothèse, aussi qu'elles soient formulées clairement pour qu'une autre personne puisse la réaliser sans me poser de questions. 1. Mettre l'orange dans le contenant. 2. M'assurer que le contenant est sur une surface stable. 3. Tenir le clou. 4. Appuyer sur le clou délicatement avec le marteau. 5. Enfoncer le clou de 2 cm dans l'orange. 6. Refaire les étapes 3, 4, 5 avec les 4 autres clous. 7. Placer l'orange contenant les 5 clous plantés dans le bac d'eau. 8. Observer ce qui se passe. Et 9. Nettoyer et ranger. Selon l'âge des élèves, leur aisance à écrire et le contexte de la mise en situation, les manipulations peuvent être décrites par des illustrations et ou du texte. Plus l'élève se dirige vers la fin de son primaire, plus le dessin devrait céder la place au texte afin qu'il s'habitue aux réalités du secondaire. Du point de vue de la science et de la technologie, les élèves ne devraient pas être pénalisés ici en fonction de leurs compétences à écrire un texte. Par contre, peu importe la forme utilisée pour décrire les manipulations, le message doit être clair et la démarche doit suivre un certain fil conducteur. Avant la planification de la démarche, il est important de rappeler aux élèves que le but de la démarche est de vérifier si l'hypothèse formulée précédemment est valide. Ils doivent donc bien comprendre que la démarche proposée doit être directement en lien avec l'hypothèse. On peut demander à l'élève de faire une illustration du montage si la situation le requiert, dans le but d'accéder à la représentation de l'élève et de permettre une différenciation. Il s'agit d'une illustration du montage prévu par les coéquipiers. Elle peut être présentée comme l'équivalent d'une photo prise juste avant de procéder à la mise en œuvre des étapes prévues.
Je vais penser à un dessin que je pourrais faire pour bien expliquer le montage de mon expérience. Une orange dans le contenant avec les clous plantés dedans et le marteau à côté. Il faut donner immédiatement une rétroaction à l'élève sur la démarche qu'il a planifiée. L'évaluation est au service de l'apprentissage. Sans lui prescrire de réaliser certaines manipulations, l'enseignante ou l'enseignant peut, en questionnant l'élève, par exemple, l'amener à préciser certaines étapes de sa démarche ou l'aider à penser à des facteurs qu'il n'avait pas encore considérés. L'idée est d'aider l'élève à amorcer une démarche dans laquelle il pourra vivre des succès, sans que tout soit nécessairement parfait, ce qui lui permettra de recueillir des données valables. Des ajustements pourraient être aussi apportés en cours de route, car il est difficile de tout prévoir. Ne pas oublier de s'assurer aussi d'une bonne sécurité. Suggestion, il pourrait y avoir un endroit où l'enseignante appose sa signature. Parlons maintenant du contrôle des variables. Pour chacune des images, dites s'il s'agit d'un exemple d'un bon contrôle de variables. Prenons l'image numéro 1. S'agit-il d'un bon contrôle de variables? Si l'on veut mesurer, par exemple, la croissance de l'arbre, voir quelle variable est responsable de la croissance de l'arbre, les deux ont le même soleil et seulement un des deux arbres a de l'eau. Donc, on pourrait voir si, dans cet exemple, l'eau a un impact sur la croissance de l'arbre. Donc, il s'agit d'un bon contrôle des variables, puisque seulement une des variables est touchée. Regardons le deuxième exemple, l'image numéro 2. S'agit-il d'un bon contrôle de variables? Il ne s'agit pas ici d'un bon contrôle de variables, puisque si l'on veut vérifier si le soleil, par exemple, a un impact sur la croissance de l'arbre, mais il faudrait qu'il soit dans le même type de sol et qu'il ait la même quantité d'eau. Et ici, ce n'est pas le cas. On voit qu'un arbre a plus d'engrais et de l'eau d'ajoutée. Donc, il ne s'agit pas d'un bon contrôle de variables. Regardons l'image numéro 3. S'agit-il ici d'un bon contrôle des variables? Il ne s'agit pas ici d'un bon contrôle de variables non plus, puisque si, par exemple, je veux voir l'impact de l'eau sur l'arbre, les deux ont la même quantité d'eau, sauf qu'un arbre a plus de soleil et d'engrais, donc n'ont pas le même type de sol ni la même luminosité. Donc, je ne saurais pas si l'eau a un impact sur la croissance, puisque le sol et la luminosité est différente. Donc, il ne s'agit pas d'un bon contrôle des variables. Regardons l'image numéro 4. S'agit-il d'un bon contrôle des variables? Dans cet exemple, il ne s'agit pas d'un bon contrôle de variables non plus, puisque par exemple, si je veux voir l'impact de l'engrais sur la croissance de l'arbre, il faudrait que j'ai la même quantité d'eau et la même luminosité dans les deux cas. Et ici, ce n'est pas le cas. Le premier arbre a plus d'eau d'ajoutée et une meilleure luminosité. Donc, il ne s'agit pas d'un bon contrôle des variables. Sans que ce soit mentionné dans les critères d'évaluation, lors de l'élaboration de leur démarche et par conséquent, lors de la mise en œuvre, les élèves devraient être sensibilisés à l'importance de contrôler les variables qui influenceront leurs résultats. Par exemple, la luminosité à laquelle un arbre est exposé, la quantité d'eau et la quantité d'engrais qui lui sont donnés sont toutes des variables qui peuvent influencer sa croissance. Si on souhaite mesurer l'impact de l'une d'elles, il importe de faire en sorte que les autres soient constantes, sinon on ne peut déterminer quelle variable est responsable des observations réalisées. Dans le cas de l'arbre, on souhaite vérifier l'impact de la quantité d'eau sur sa croissance. Les autres variables doivent être fixes, c'est-à-dire que tous les plants seront soumis au même type de luminosité et à la même température. D'autres considérations sont aussi à prendre en compte, comme l'importance de faire croître les plants dans le même type de sol. Puisque les élèves du primaire sont en apprentissage à ce chapitre, la détermination des éléments considérés dans le contrôle des variables devrait se faire en grands groupes. Ces échanges devraient être riches et formateurs pour les élèves.
Donc, moi, ici, je n'ai qu'une variable dans mon expérience, soit celle d'ajouter des clous. Réalisation. Toujours dans le critère 2, mise en œuvre d'une démarche appropriée, nous allons voir la réalisation de la démarche où l'élève aura à utiliser un mode de représentation de son choix pour consigner ses données. Nous allons un peu plus tard parler du réajustement également. Lorsque je suis rendu à l'étape de consigner mes données, j'ai plusieurs choix. Je peux faire un tableau, un réseau de concepts, un diagramme, des dessins, un texte, des photos, un enregistrement vidéo ou audio, etc. S'il s'agit d'une tâche à la portée des élèves, l'enseignante ou l'enseignant peut leur demander de consigner leurs résultats dans un mode de représentation de leur choix. Sinon, des pistes peuvent être données aux élèves ou à certains d'entre eux en fonction de leurs besoins. Il est à noter que les tableaux préparés à l'avance dans le cahier de l'élève facilitent la correction. Par contre, ils limitent le développement de l'élève relativement à ses habiletés à choisir des modes de représentation appropriés et à les construire. Réajustement. Réajustement. Dans le réajustement, en fait, l'élève doit se poser des questions. Qu'est-ce qui pose problème dans l'expérimentation que j'ai réalisée? Et quelle solution est-ce que je devrais retenir pour remédier à cette problématique-là? Il est important que l'idée n'est pas d'arriver à la bonne réponse, mais d'arriver à réajuster la démarche sans modifier l'hypothèse de départ. Durant mon expérience, j'ai fait plusieurs essais. J'ai d'abord pensé qu'en plantant 5 clous dans mon orange, celle-ci coulerait. Puisque mon orange n'a pas coulé, la solution que j'ai trouvée afin de me réajuster a été d'ajouter 5 autres clous dans mon orange. Ma seconde tentative n'a pas donné le résultat attendu, ce qui fait en sorte que je me suis réajusté une troisième fois en plantant au total 15 clous dans mon orange. Et maintenant, dans le réajustement de la démarche, si Pierre avait ajouté « J'ajoute 5 clous et j'ajoute une cavité dans l'orange ». Qu'en pensez-vous? En ajoutant des clous et en creusant une cavité dans l'orange, on est en présence ici de deux variables. Ainsi, si l'orange coule, on ne saura pas quelle variable est impliquée dans le résultat final. J'enlève mes 10 clous et je coupe mon orange en morceaux. Qu'en pensez-vous? En enlevant les clous, Pierre offre un exemple oui de contrôle des variables. De cette façon, en ayant uniquement la variable de l'orange coupée en morceaux, on pourra attribuer le résultat à cette variable. Et si Pierre avait dit « J'ajoute des boulons et des clous », qu'en pensez-vous? Dans ce cas-ci, nous ne sommes pas en présence de variables différentes. Ici, c'est la masse qui entre en cause. Donc, peu importe qu'on ajoute des clous ou des boulons, les variables sont contrôlées et le résultat ne sera attribuable qu'à une seule variable. Pour finir, l'important n'est pas d'en venir à faire couler l'orange, mais de découvrir des concepts variés en lien avec la flottabilité. Comme pour d'autres problématiques, ce n'est pas de découvrir du premier coup l'explication, mais d'augmenter ses compétences scientifiques, de se questionner, d'explorer, mais surtout de développer des habiletés dans la démarche scientifique pour se réajuster aux besoins, savoir donner une explication à nos résultats. Vous connaissez sûrement Thomas Edison, le célèbre inventeur de l'ampoule électrique, mais aussi de la pile électrique et du phonographe. Lorsque Thomas Edison inventa l'ampoule électrique, un jeune reporter lui posa la question suivante. Qu'est-ce que ça fait d'avoir échoué plus de 2000 fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique? Thomas Edison répondit « Non, je n'ai pas échoué.
J'ai simplement découvert 2000 méthodes qui ne fonctionnent pas. De même, il lui a fallu plus de 25 000 essais avant de réussir à fabriquer la première pile électrique. Grille d'évaluation. Voici la grille descriptive pour la démarche générale d'apprentissage en sciences et technologies. Dans la capsule 1, nous avons vu plus en détail la partie qui touchait la formulation de l'hypothèse dans le critère 1. Ici, pour cette capsule, nous avons vu la mise en œuvre d'une démarche appropriée, où la grille servira à évaluer la planification du travail, réalisation de la démarche et réajustement de la démarche aux besoins selon ce que l'élève a fait.